Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes, mesdames et messieurs. Ce mardi 25 septembre 2018, nous avons deux invités, disons deux responsables d'organisation de la société civile avec nous. Il s'agit à ma droite du professeur David Dosset. Professeur David Dosset, bonjour. Bonjour Joachim, bonjour à tous les auditeurs. Et voilà, vous êtes le premier responsable du Fonds citoyen Togo Debout. Et à ma gauche, il s'agit de monsieur Adam Orphée. Monsieur Adam Orphée, bonjour. Bonjour Joachim, bonjour auditrices et auditeurs de Radio Victoire FM. Et voilà, vous êtes le coordonnateur du collectif des jeunes pour le développement CJD. Alors, je reste avec vous. CJD, dans ses actions, a initié il y a quelques semaines le mois de la diaspora. Vous êtes déjà arrivé à la fin? Non, pas encore. Nous sommes pratiquement aux trois quarts. Nous sommes dans la région maritime. Effectivement, nous avons lancé le mois de la diaspora depuis le 5 septembre ici à Lomé et qui nous a conduit après dans le Grand Nord, c'est-à-dire à Dapaon, dans la région de Savane. De là, nous avons pris le train de retour, le train du mois de la diaspora qui nous a menés dans toutes les régions. Et actuellement, nous sommes dans la région maritime. Nous avons couvert hier la préfecture de Vaud. Et quel objectif visez-vous en initiant le mois de la diaspora? Mais l'objectif est simple. Nous voulions qu'on parle d'abord autrement de la diaspora parce que nous savons sa contribution, la diaspora, dans le développement de notre pays. Et si je vous cite quelques chiffres, ça va retenir votre attention, vous parler beaucoup plus précisément. La diaspora envoie dans notre pays tous les ans beaucoup d'argent. En termes d'aide aux familles, d'aide aux parents, d'aide aux amis. Et si je remonte jusqu'en 2012, je m'arrêterai là, c'est qu'à partir de 2012 jusqu'à nos jours, qu'est-ce que la diaspora a contribué comme envoi d'argent pour aider? En 2012, elle a envoyé 168 milliards. En 2013, elle a envoyé 187 milliards. Et l'année dernière, pendant que nous avons ici des soubresauts sociopolitiques, la diaspora a envoyé 287 milliards. Mais 287 milliards. C'est de l'argent qui ne va pas dans les caisses de l'État. Oui, qui dépasse plusieurs fois l'aide au développement. Voilà. Et donc, avec une telle contribution financière, il était normal que nous parlions de la diaspora. Comment elle peut contribuer? Et on ne peut parler de la diaspora que lorsque on s'intéresse au sujet de l'immigration. Voilà. Parce que c'est l'immigration qui amène les gens à devenir membres. Mais malheureusement, cette même diaspora togolaise qui envoie beaucoup d'argent au Togo est oubliée en matière de son droit au vote. Mais cette fois-ci, on va en parler tout à l'heure dans ce débat. Mais professeur David Dosset, vous étiez il y a quelques jours aussi, ou disons quelques semaines à Dakar. Qu'est-ce que vous étiez parti faire? Oui, tout à fait. En tant qu'acteur de la société civile, j'avais eu l'honneur d'être invité par OSIWA, qui est une organisation internationale, qui avait donc réuni un certain nombre d'acteurs de la société civile togolaise afin de débattre sur notre crise. OSIWA intervient en Afrique de l'Ouest, mais le Togo ne fait pas partie de son rayon d'action. Et donc OSIWA souhaitait avoir des informations venant de diverses parties, afin, je crois, de constituer un dossier, de voir dans quelle mesure OSIWA pourrait désormais intervenir au Togo
afin d'aider à régler les problèmes de gouvernance qui n'ont que trop duré, les problèmes d'état de droit, de démocratie, etc., etc. Apparemment, c'est le Togo qui était au cœur de cette rencontre qui a rassemblé des gens venus de partout dans le monde. Absolument. C'était le Togo, le centre des discussions. Et comme je l'avais dit, il y avait des acteurs de la société civile togolaise, des gens que j'ai rencontrés là-bas, des universitaires togolais, des gens de la diaspora, etc. Oui, mais pourquoi cette mise en relève du Togo? Mais je crois que le Togo, dans cet espace communautaire, constitue une vraie épine dans le pied de beaucoup d'organisations. Le seul pays qui se ferme totalement vis-à-vis de la démocratie, vis-à-vis de l'état de droit, le seul pays qui refuse l'alternance. Il y a autant d'éléments qui font qu'aujourd'hui, on se demande comment est-ce qu'il faut faire pour aider ce pays à s'en sortir. Et je crois qu'il est normal que des organisations qui s'occupent des problèmes politiques, qui s'occupent de la démocratie ou de la gouvernance comme Osiwa, se penchent sur le cas du Togo. Ah oui. Et les conclusions, je crois bien, les résolutions étaient concluantes? Oui, disons que nous avons expliqué notre vision de la chose. J'espère que les responsables de cette organisation ont pris bonne note. Et nous verrons donc à la suite ce qui va se passer. Je pense qu'Osiwa ne va pas s'arrêter à cet atelier de Dakar, qu'il y aura d'autres actions. Et il y aura d'autres actions. Et avant de revenir quand même sur le cas Togo qui constitue une particularité dans la sous-région en matière d'alternance ou bien gouvernance politique, c'est au niveau du CJD, vous étiez hier à Sabado. C'était pour constater quelque chose d'anormal, monsieur Adam Morphée. Non, pas pour constater, c'était pour être au chevet des gens qui étaient inondés. Et des gens qui étaient inondés? Oui, les maisons sous l'eau? Quand il y a eu les maisons sous l'eau, les pieds sous l'eau aussi. Il y a eu des pluies samedi, je crois, et puis une pluie torrentielle. Oui, et il y a je pense il y a deux quartiers, il y a le village de Clémé et le village de Apedokwe qui ont été inondés. Donc je m'étais rendu là-bas. En tout cas, le CJD s'est rendu là-bas. Et bon, à notre... Est-ce qu'apparemment c'est une zone marécageuse? C'est une zone marécageuse, c'est un bas-fond. Et malheureusement, les gens ont bradé l'interdit de construire. Et ils sont allés construire dans ces zones-là. Malheureusement pour eux, ils ont été inondés. Bon, ce que nous avons pu constater, c'est que, bon, en arrivant, les autorités étaient là aussi. La protection civile était là. J'en profite de votre antenne pour dire merci au ministre en charge qui a envoyé toute une délégation pour constater un peu dans quelles conditions les gens étaient en ce moment-là. Le préfet du Golfe aussi a fait le déplacement et je lui dis un grand merci. Donc ils étaient aux côtés de la population pour voir dans quelles conditions cette population se trouve. Oui, mais souvent être au chevet des populations qui sont ainsi sinistrées, est-ce que c'est ça la bonne solution à votre entendement au niveau du CJD ou bien il faut plutôt essayer d'agir en amont pour que les gens ne vivent plus cette situation? Oui, je crois qu'il faut faire deux choses. Il faut faire les deux. Je ne suis pas là pour donner des leçons que ce soit. Les autorités qui étaient là ont saisi aussi l'occasion pour attirer l'attention des populations et que c'est des zones qui ne sont pas dans lesquelles on ne devait pas construire en prime abord et qu'il faut sensibiliser. Ils ont pris l'engagement de faire, en tout cas le préfet du Golfe a pris l'engagement de faire la sensibilisation dans tout Lomé. Dans tout Lomé. Et que désormais les gens comprennent qu'ils prennent des risques d'abord pour leur vie et celle de leurs enfants dans des zones inondables. Mais qui sont interdites, qui n'ont pas été homologuées pour la construction. Mais bon, si on doit parler quand même des gens qui sont sinistrés, moi je voudrais demander une faveur ici, c'est-à-dire l'occasion que je suis sur votre antenne, on a créé un numéro vert là-bas pour aider les gens sinistrés sur le chef. Si vous permettez, je peux donner le numéro ou vous le donnerez après. Ah oui, pour le numéro du chef, on va c'est pas le numéro du chef, c'est le numéro vert. Le numéro vert. Oui, pour venir en aide à ces concitoyens qui vivent dans l'eau actuellement. Qui sont dans l'eau. Il y a un léger mieux, mais on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri de. Oui, puis il va continuer, tu vas pleuvoir. Voilà. Donc, et quel est ce numéro vert là? Je vais le donner. C'est un numéro un GSM. Oui. Donc c'est 91 56 22 56. Donc quand on appelle ce numéro là, ça va couvrir le village de Clémé
et le village d'Apedokwe. Et là, tout ce qu'ils ont à aider pour soutenir ces populations-là, c'est le bienvenu. Donc je fais appel ici à la bonne générosité de nos compatriotes. En tout cas, les Togolais aiment manifester leur solidarité vis-à-vis de ceux qui sont dans un besoin crucial, et certainement que les gens vont réagir sur le 91 56 22 56. Mais professeur David Dosset, oui, les autorités sont là, mais chaque fois on nous dit, voilà, les gens sont inondés, ils ont construit dans des zones marécageuses ou dans des zones inondables. Finalement, c'est comme si l'autorité n'a plus son pouvoir pour contraindre les gens à ne plus faire ou à braver l'interdit. En fait, personnellement, je pense que ce n'est pas simplement un manque de décision, un manque de pouvoir. C'est une faillite de l'ensemble du système, de l'ensemble de la gouvernance. Et c'est ce que nous essayons de dénoncer, c'est ce que nous dénonçons, c'est ce que nous voulons changer aujourd'hui. Je remercie vraiment le CJD de s'être porté au chevet des sinistrés. J'ai écouté, j'ai aussi noté le numéro. Je ne manquerai pas d'appeler M. Adom, je vous le garantis. Merci déjà, voilà, les Togolais se manifestent déjà. Non, c'est clair. Nous avons des concitoyens qui sont sinistrés. Il faut vraiment que nous puissions réagir. Mais au-delà de cette réaction qui reste vraiment circonstancielle ou épidermique, il faut pouvoir mettre en place un système de gouvernance qui soit pérenne, qui permette en amont justement de prévenir ce genre de situation, qui permette d'avoir des plans. Lorsque vous avez ce genre de sinistre, on déclenche, quand on voit dans les autres pays comment ça se passe, les gens déclenchent un plan qu'ils nomment comme ils veulent, et puis à partir de ça, vous avez des fonds qui sont débloqués, vous avez tout un système de dispositifs mis en place, de mécanismes mis en place permettant d'assurer, par exemple, les soins s'il y a des blessés, d'assurer les enfants qui sont là dans ces zones sinistrées. Comment est-ce qu'ils font pour aller à l'école? C'est la rentrée? Moi, je ne sais pas. Rentrée. Mais bien sûr, c'est la rentrée. Qu'est-ce qu'on met en place? Voilà. Et donc, on a l'impression de naviguer à vue, et c'est ce que on dit que le préfet et puis une délégation du ministère de la Sécurité étaient au chevet de ces gens-là. Ça reste à chaque fois épidermique. Vous avez des sinistrés, le préfet s'est déplacé, c'est bien, mais est-ce qu'il avait anticiper? Est-ce qu'il existe un plan qui permette d'anticiper ce genre de situation? Est-ce qu'il existe des dispositifs qui sont mis en place? Les zones sinistrées, les zones marécageuses, elles sont connues. Vous dites qu'il y a des gens qui vont construire dans ces zones. Je vous assure que quand vous décidez d'aller construire dans une zone marécageuse, ce n'est pas par gaieté de cœur. Est-ce que aujourd'hui le Togolais moyen a la possibilité de construire de façon décente dans une zone homologuée? C'est la question qu'il faut se poser. Moi, j'ai discuté la fois dernière avec un jeune ami entrepreneur qui me disait, mais tu te rends compte, le prix du fer à béton a été multiplié par X. J'avais fait un devis la veille et je me rends compte maintenant que tel fer, on a ajouté 500 francs, tel fer, on a ajouté tel montant. Mais comment est-ce que je vais faire par rapport au devis? Mais les gens ne pourront plus construire. Mais vous allez obliger les gens à aller choisir des zones où le terrain ne va rien coûter, parce que malheureusement, le Togolais étant très pauvre, ne pourra justement que se jeter, se contenter de ce genre de terrain. Vous savez, je suis très sensible à ce que dit le professeur. Merci beaucoup pour son appui, son assistance. Moi, je vis là-bas. Je ne sais pas si vous vivez dans la région aussi à Plao. Et donc, c'est en fait mes voisins qui sont inondés. Et je n'aime toujours vérifier donc les faits. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que oui, notre pays a un plan national de contingence multirisque. Il y en a. Oui. Et je dis que j'étais le premier surpris de voir les autorités arriver là-bas sur place avant moi qui suis voisin. Et je le salue, ce n'est pas pour dire que l'autorité est parfaite, mais j'ai vu qu'ils y sont. Mais concernant maintenant les risques ou les calamités naturelles, lorsque ça arrive, vous savez, dans tous les pays, quel que soit le mode de gouvernance, nous voyons ça au quotidien, il y en a. Vous savez, nous avons vu aussi des catastrophes aux États-Unis, nous en avons vu en France, nous en avons en Belgique. Mais aussitôt que ces catastrophes interviennent, les pays mettent tout un plan en place pour aider les gens. Oui, allez-y. Il faut aussi que nous aidions notre pays dans sa dynamique, donc de mettre ces plans-là. Je dis que j'ai vérifié en allant qu'il y avait un plan. Et quand j'ai appelé donc les services de secours, mais ils ont dit oui, on est au courant et on a détaché, dont les pompiers étaient aussi venus sur le terrain. Qu'est-ce que vous voulez pour un pays comme le nôtre qu'il fasse plus, à part
qu'il faut sensibiliser davantage les nôtres. Le fait qu'on soit pauvre, le fait qu'on ne puisse pas avoir accès au terrain ne nous conduit pas à nous suicider, parce que c'est suicidaire d'aller construire dans un bas-fond ou dans un environnement marécageux. Donc il faut aussi qu'on fasse notre travail. Et là, c'est aussi le travail de la société civile. C'est-à-dire nous devons faire ce travail-là. Oui, mais la société civile peut interdire à X, Y, je dis de sensibiliser. On ne peut pas interdire ça, ça appartient alors à l'État, c'est son rôle régalien, et puis c'est son pouvoir, de pouvoir interdire. Donc, dans ce cas-là... Chaque année, par exemple, il existe déjà le plan ORSEC, le plan ORSEC qui existe, c'est dirigé par le général Yark, mais chaque année, il y a toujours de l'inondation, et on en parle, on revient toujours, on dit, etc. Donc, autrement dit, ces plans ne sont plus efficaces. Donc, ces plans, c'est qu'il faut combiner, c'est ce que je disais, combiner ces plans-là avec une stratégie de prévention. C'est-à-dire qu'on doit sensibiliser les gens et les prévenir, y compris, pourquoi pas, ailleurs, dans ces situations, on les évacue carrément. Et c'est peut-être là-dessus... Dans ces situations, on les évacue carrément. Oui, et ça dit qu'après l'inondation, après la catastrophe, ils reviennent encore au même endroit. À ce moment-là, non. Ben, comment ils vont revenir au même endroit après la catastrophe? Après, on trouve donc une solution pérenne, et là-dessus, je suis d'accord avec le professeur, c'est là-dessus aussi que nous avons interpellé l'autorité. Ils ont dit, ils travaillent là-dessus, ils sont en train de travailler là-dessus pour que, ils sont venus pour les aider. Ils disent, ce n'est pas le seul endroit, dans le pays, il y a au moins un plan. Il faut que les gens soient au courant au moins de ce plan-là. Donc, qui peut aider, par exemple, à Mais est-ce qu'on se pose la question, pourquoi des Togolais optent à aller construire dans les bas-fonds, le lit des fleuves, dans des zones marécageuses? Est-ce qu'on se pose cette question? Mais cette question-là, on se la pose tous les jours, parce que ça, c'est brader l'interdit. Pas une situation qui induit, ou bien ne serait-ce pas la résultante d'une situation qui pousse les gens à agir ainsi? Mais c'est possible, mais je dis que ce n'est pas l'excuse. On ne peut pas utiliser ça comme excuse pour aller se suicider. Oui, mais professeur Joseph, est-ce que vous êtes convaincu de tous les plans ORSEC et puis le dispositif mis en place qui n'arrive pas à faire sortir les Togolais d'affaires? En fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà du plan national de contingence multirisque dont on vient de parler, ce qui est important, c'est de savoir quelles sont les ressources qu'on met à disposition de ce genre de plan. Voilà, on va le dire comme ça. Et cela va au-delà de ces situations d'inondation. Nous qui sommes dans le domaine de la santé, nous avons des plans multiples et des programmes multiples. Parfois, vous avez des situations particulières. Vous connaissez un de vos collègues qui dirige un programme qui justement devrait aider à prendre en charge ce genre de situation. Vous l'interpellez et vous dites, oui, sur le papier, j'ai tout un programme, mais je n'ai pas les ressources qu'il faut pour mettre en branle, en exécution, ce programme. Et donc, il arrive ce genre de situation? Bien sûr. Vous avez des programmes qui existent, qui sont élaborés sur papier, qui nécessitent des fonds pour pouvoir être exécutés, mais c'est la personne qui dirige ce programme qui est dans l'incapacité d'exécuter son programme parce que ne disposant pas des ressources. Alors, moi, je suis bien content qu'on puisse s'asseoir, réfléchir, distribuer des per diem pour élaborer un programme, élaborer un plan de prise en charge de secours. Mais est-ce que derrière les ressources existent? Je veux bien qu'on me dise que le préfet y était, mais qu'on vienne. Nous sommes aujourd'hui, je crois, à l'ère de la transparence, à l'ère de l'information, mais qu'on vient nous dire combien le gouvernement a débloqué pour ces sinistrés. Moi, j'aimerais bien le savoir. Je suis citoyen comme tout le monde. Oui, par exemple, hier, quand le gouvernement a mobilisé ses ressources humaines pour aller au chevet donc, de ces sinistrés, combien on a pu mobiliser pour faire quoi concrètement? Mais c'est ça, il faut qu'on le sache. Mais bien sûr, en tant que citoyen, et je suppose que le CJD voudrait aussi savoir. Peut-être le CJD a une idée. Non, on n'a pas une idée. On est aussi citoyens, et surtout on est aussi de la société civile. Et je vous dis, nous faisons notre travail de la société civile. Donc, on fait le travail de veille et d'éveil. Et pour cela, et de sensibilisation aussi. Donc, pour cela, il faut alors aller poser la question aux gens qui sont en charge de ça. Moi, je n'ai pas posé la question ni au préfet, ni aux chargés, enfin, les gens qui sont venus de la sécurité du ministère, de savoir quels étaient leurs moyens. Ils ont dit, et en détail, comment ils comptent aider ces populations. Ça m'a rassuré, ça a rassuré les populations aussi. Maintenant, bon, à vous de faire votre travail. De faire le reste, et pour venir vous donner les autres détails. Et certainement, ça sera fait. Mais, professeur David Dossé, vous avez parlé de la santé tout à l'heure, mais on y reviendra. Hier, on vous avait aperçu à la devanture de l'ambassade du Ghana à Lomé.
Mais juste quand vous étiez là, on avait aperçu aussi le révérend père Afognon qui s'était accroupi en train de prier le Seigneur. Peu après, c'est un contingent de gendarmes qui était déployé sur le terrain, ou disons dans les environs de l'ambassade. Que s'est-il passé? Effectivement, vous savez tous que nous avons des acteurs de la société civile qui sont détenus arbitrairement à la prison civile de Lomé, et ce depuis bientôt 1 an pour certains parmi eux. Et depuis donc le début du dialogue, parmi les mesures d'apaisement, il était convenu avec le pouvoir que ces personnes détenues arbitrairement, je le précise encore, allaient être libérées. Et le dialogue a commencé, cela fait déjà plusieurs mois. Nous en sommes arrivés à la feuille de route qui rappelle la nécessité de la libération de ces détenus. D'accélérer la procédure judiciaire. Mais malgré tout cela, on se rend compte que rien ne se fait. La rentrée scolaire, c'était il y a quelques jours, et ces personnes ont des enfants, ont des familles, et ont été dans l'incapacité d'assurer décemment la rentrée scolaire à leurs enfants. Ce sont des personnes innocentes, ce sont des victimes de la dictature togolaise. Et je pense qu'en tant que citoyen, on ne peut pas rester indifférent face à une telle situation. Tout ce que nous avons fait au Front citoyen Togo Debout, c'est demander à ce qu'il y ait un rappel de leur cas à l'endroit d'un des facilitateurs, notamment le facilitateur ghanéen. Nous avons donc souhaité que les citoyens togolais, à partir d'hier, donc lundi 24, jusqu'au vendredi, puissent, de façon individuelle, se munir d'une bougie et d'aller symboliquement la déposer devant l'entrée de l'ambassade du Ghana. En fait, qu'est-ce que nous mettons derrière ce symbole? Oui. Il s'agit de mettre simplement la bougie qui est un élément de foi, un élément de lumière, un élément d'espérance. De mettre donc cette lumière sur la situation difficile que vivent nos amis de la société civile et de demander à ce que un regard différent soit porté par le pouvoir togolais et demander à ce que tous ceux qui interviennent dans la crise fassent de leur mieux pour qu'on puisse les libérer. Et nous l'avons dit lorsque j'étais sur une autre chaîne, il s'agit de Nana FM, que nous ne faisons pas une manifestation devant l'ambassade du Ghana. Vous ne faisiez pas une manifestation devant l'ambassade du Ghana? Déjà, c'était le dimanche, lorsque j'étais sur Nana FM, en Mina, je l'ai dit de façon claire et précise, que nous n'appelons pas au sitting, nous n'appelons pas à une marche, nous demandons simplement aux citoyens, en leur âme et conscience, de se munir d'une bougie et d'aller déposer la bougie devant l'ambassade du Ghana. Allumée ou non allumée? Comme vous voulez. Vous pouvez arriver comme le père Afognon l'a fait. Il est venu avec son cierge, il l'a déposé, il l'a allumé, il s'est agenouillé. Et tout le monde, tous ceux qui étaient autour, c'était un silence. Oui, c'est en ce moment, quand vous étiez arrivé, le père aussi était arrivé, il y avait un peu de monde. Nous étions là déjà dès 8 heures, parce qu'il fallait quand même de façon symbolique que les membres du Front citoyen Togo Debout qui lancent l'action se retrouvent ensemble pour démarrer l'action. Et donc moi j'étais un des premiers à être arrivé vers 8h15. Lorsque je suis arrivé, il y avait 2 jeunes citoyens qui ont été vraiment les tout premiers à être venus. Donc eux, ils étaient arrivés avant vous? Ils sont arrivés presque au même moment. Ils m'ont salué, ils m'ont demandé comment est-ce qu'il fallait faire. Je leur ai montré l'endroit désigné pour le dépôt des bougies. Ils ont déposé les bougies et ils ont dit qu'ils devaient partir parce qu'ils devaient aller au travail. C'est ce que nous avons demandé aux gens de faire. Je les ai remerciés, ils sont repartis. D'autres sont venus, ils ont procédé à la prière. Certains ont prié, certains ont déposé leurs bougies et sont partis. Jusqu'à ce que nous soyons, disons, réunis, nous, membres du Front citoyen Togo Debout. Nous avons donc ensemble allumé nos bougies, lancé officiellement donc cette action. Nous avons répondu aux interviews. Nous avons déposé nos bougies et c'est vers 10h30 ensuite que le père Afognon, lui, il est arrivé bien après. Quand il est arrivé, nous lui avons laissé la place. Il a prié, il s'est agenouillé, tout le monde s'est tué. Vraiment, c'était. Et le consul l'avait reçu, s'est entretenu avec lui. Il est sorti, il nous a posé des questions. Nous lui avons dit que ce n'était pas une manifestation devant l'ambassade du Ghana. Nous avons l'honorable Abia qui fait donc sa grève de faim. Qui a son 7e jour aujourd'hui. Voilà, et nous sommes tout juste venus déposer la bougie et nous avons expliqué le symbole. Il a compris, il a dit que nous sommes en démocratie et qu'il comprenne. Et donc il est rentré chez lui et nous nous apprêtions justement à partir. Le père Afognon a pris sa voiture, il est parti. Certains sont partis
Moi, je réglais les derniers détails avec les amis. Lorsqu'on a vu arriver le camion qui est rentré dans la ruelle, tout doucement, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Franchement. Oui. Et donc, Maître Pandé m'a dit, professeur, attends, ne pars pas encore. Parce que je m'apprêtais à partir. On avait tout fini. Donc, il m'a dit, attends, on va voir ce qu'ils vont faire. Et donc, on est resté. Et c'est là où vraiment... Adam, on fait vous écoutez, bien sûr, vous suivez. Ah oui, Ah oui, bien sûr, j'écoute. Et voilà, donc, ensuite, ça a été un tumulte. Ils ont... Est-ce qu'ils ont voulu vous déguerpir, vous chasser, vous faire disperser? Pardon, vous disperser là-bas? Enfin, moi, j'étais avec deux autres, donc, dont Maître Pandé Adjaré, à une dizaine de mètres de l'entrée. Et donc, ils nous ont posé des questions. Nous avons dit qu'il n'y a aucune manifestation, donc on ne comprenait pas ce qu'ils venaient faire. Et donc, ils ont continué vers l'entrée de l'ambassade, où se trouvait l'honorable Abia, assis, en grève de la faim, donc épuisé et tout, et sans ménagement. Il y a un des officiers, franchement, qui a manqué de tact, à mon avis, a manqué de beaucoup de professionnalisme et a manqué de respect. Ce que nous avons vu sur les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. C'est comme s'il s'adressait à des voyous. Et donc, en des termes très, très discourtois, il a demandé aux gens de partir, il a voulu charger, etc., etc. Oui, et il demandait aussi, dans la vidéo que nous avons tous visualisée, il appelait ses camarades à tirer les gaz. À charger, oui. Et c'est ce que nous n'avons pas compris. Il avait crié à tue-tête. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais toujours est-il que lorsqu'il a créé ce tumulte, qui n'avait pas sa raison d'être, j'ai personnellement observé qu'il y avait un autre officier qui paraissait beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Alors, je me suis permis de m'avancer vers lui pour lui dire, mais vous savez, vous seriez venu 10 minutes après, vous n'auriez trouvé personne. En fait, il n'y avait pas de manifestation à disperser, et maintenant, vous êtes en train de créer une manifestation. Et je pense que ce jeune officier, assez courtois, a compris, après les explications que je lui ai données et les explications que Maître Pandé Adjaré a également données, il a compris qu'en fait, qu'il n'y avait rien et que c'est plutôt la venue de ce camion de gendarmes qui risquait parce que ça va attirer les curieux à venir voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, et c'est des attroupements monstrueux. Exactement ce qui était en train de se passer. Et nous avons vraiment essayé de calmer les esprits. Nous leur avons demandé de tout faire pour que le mur de gendarmes puisse reculer de quelques mètres pour nous permettre d'apaiser les esprits et les gens allaient partir. Et dès que les gendarmes ont effectivement amorcé ce recul, ils se sont repliés, et les gens se sont dispersés. Mais nous sommes partis et puis le maximum de personnes qui étaient là en attroupement est parti. Alors, M. Adam Morphée, voilà la scène à laquelle les Togolais ont encore assisté hier. Est-ce qu'on a besoin encore de cette intervention musclée alors que les acteurs politiques ou disons les protagonistes étaient en train de trouver déjà un terrain d'entente pour que le pays puisse avancer? D'abord, je voudrais donner, moi je ne me prononce pas sur, les actions politiques des uns et des autres. Ce que je dis, et je l'ai toujours constamment, systématiquement répété, c'est que lorsque nous sommes dans un processus pour retrouver le chemin de la paix, il faut se garder de poser certains actes qui menacent précisément cette paix-là. J'ai entendu et j'ai écouté attentivement le professeur parler qu'il a eu à parler en Mina, donc sur Radio Nana FM, pour demander qu'on vienne poser une bougie. Moi, j'ai une seule question. Qu'est-ce qui l'empêchait alors d'informer l'autorité compétente de l'action qu'on va poser? Je vais vous dire une chose. J'ai vécu longtemps à Londres. Pendant les 6 dernières années, j'ai vécu à Londres, où je travaillais. Julian Assange, qui est à l'ambassade à Ecuador, là-bas, lorsque les gens sont allés pour pouvoir le voir, la police anglaise est allée les évacuer. Il s'agit de la sécurité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une situation qui n'était pas annoncée, évidemment, l'État, nous tous nous attendons que l'État assure la sécurité des uns et des autres, nous tous, y compris même celui qui fait grève de la faim là-bas. Et donc, les immeubles qui sont là, l'ambassade qui est là sur notre territoire, il est aussi de la responsabilité de l'État d'assurer la sécurité. De protéger cela. Donc, je ne comprends pas qu'on n'ait pas pris la peine d'informer d'abord l'autorité compétente. Professeur, vous l'avez fait?
Oui, vous l'avez fait. Alors, est-ce que vous avez informé qui de droit? Alors, monsieur Adom, vous aviez tout à l'heure que vous n'alliez pas vous immiscer justement dans ce processus. C'est pourquoi je pose la question. Et c'est pour ça que je suis étonné que vous posiez le problème en termes d'information à l'autorité, d'autant que ceux qui sont venus hier, les gendarmes, n'ont pas posé le problème en termes d'information. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. En termes d'information. Ils n'ont jamais dit, mais vous organisez une manifestation et vous ne nous avez pas informés. Ils ont dit, nous avons eu une information et arrivé sur le lieu, nous nous rendons compte que finalement, ce n'est pas l'information que nous avons. Ils ont parlé comme si l'information qu'ils avaient eue, c'est que nous étions en train d'organiser une manifestation pour prendre d'assaut l'ambassade. Voilà, mais monsieur Adom, vous me donnez raison, c'est ce que je dis. Je ne vous donne pas raison. Mais je vais continuer alors mon propos. Mon propos, c'est que, voilà, ils viennent là, ils n'ont pas eu l'information au départ. Donc, ils sont alertés, au même titre que moi j'ai alerté quand il y a une inondation. Je fais l'alerte. Ils arrivent là-bas, si j'étais avec un groupe, un attroupement, mais la réaction qu'ils auraient, l'autorité aurait, c'était de protéger, de nous protéger, de protéger les lieux. C'est son rôle régalé. Ce n'est pas le rôle de quelqu'un d'autre d'assurer notre sécurité. Donc, lorsque moi je vois qu'il y a des gens qui arrivent, je me pose juste la question. Parce que quand on fait une... Mais maintenant que l'information n'avait pas une heure précise, venez déposer alors, à 6 heures ou à 5 heures. Ils se sont dispersés. Je me félicite, enfin je les félicite d'avoir eu une fin heureuse dans cette situation-là. Mais je vous dis aussi qu'ailleurs, quand on dit qu'on est dans un état de droit, ce n'est pas qu'on doit faire n'importe quoi. Dans un état de droit, c'est le droit qui prime. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire que lorsque ils ont eu ce droit-là d'aller le faire, mais ils ont le devoir aussi d'informer et peut-être de se faire... Il n'avait pas une heure précise à laquelle les gens devaient venir. Mais il y a eu un appel public sur une radio. Vous n'allez pas le contester. C'est lui-même qui l'a dit. Il dit qu'il a demandé... Je ne conteste pas, je revendique cet appel. Oui, mais voilà. Donc, à partir du moment où moi je fais un appel public en disant vous allez venir, l'État se doit donc de prendre ses responsabilités pour venir assurer la sécurité. Quand on les appelle, vous attendez quoi? Maintenant, si l'État a l'obligation d'assurer la sécurité. Si les gens allaient là-bas, c'est pas avec les bougies, et quand on arrive là, on se rend compte qu'il y a les gens qui étaient mal intentionnés et qui viennent là, qui est des dégâts. Qui sera responsable? C'est pas monsieur le professeur Dossé. On dira que l'État ne fait pas son travail. Il sera même le premier à dire, mais cet État-là ne prend pas ses responsabilités, ne fait pas son travail. C'est en cela que je salue l'État qui prend ses responsabilités, qui assure la sécurité de nous tous. Deuxième point, je vais y revenir. Lorsqu'il dit que les mesures d'apaisement ne sont pas, qu'on a demandé, ne sont pas mises en application et qu'il y a des... Avant de revenir sur les mesures d'apaisement, je vais vous faire le lien. Laissez-moi faire le lien. La manière dont les soldats étaient intervenus. Allez-y alors. Bon, vous savez, lorsqu'on demande de libérer les gens, qu'ils ont été détenus arbitrairement, on oublie une chose. David l'a dit. Il a dit, je veux qu'il me montre les preuves parce qu'il ne dit pas non plus les gens qui ont été, dont les étalages étaient saccagés, les gens qui ont été blessés. Nous, au CJD, nous avons fait ce travail-là. Nous sommes allés avec 2 organisations internationales qui sont venues des États-Unis. Nous n'avons pas voulu faire ça parce que si nous faisions ça seuls, on nous prêterait toutes les intentions. Nous avons demandé 2 organisations indépendantes qui sont venues des États-Unis, Tata International et puis Sauvons l'Afrique. Ils sont venus. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Caméra au point, ils sont allés filmer, ils sont allés interviewer les victimes des marches. Les femmes ont été blessées, les femmes ont perdu leurs étalages, il y a des gens, sans parler des morts. Donc qu'est-ce qui cause cela? Est-ce que vous croyez que ces femmes-là ont été battues, blessées, les étalages cassés par les forces de l'ordre? Eh bien, monsieur, non. Donc, les gens là ne se sont pas retrouvés là, dans ces prisons-là par hasard. Lorsqu'on dit de les libérer, je veux aussi qu'on pense aux droits de ces femmes. Pourquoi ils ne parlent jamais de ceux qui ont tout perdu dans cela? Donc, pourquoi ils ne parlent pas de ceux qui ont été victimes Oui, dans un état de droit, ce n'est pas l'état d'impunité. Je ne peux pas accepter. Je veux bien vous ne cultivez pas la... Vous n'avez pas l'intention de cultiver... Je veux bien qu'on dise que, ok, il faut des mesures d'apaisement. Et nous les avons vues. Nous avons vu quand même comment le chef de l'État a fait libérer... Et face à cette situation, il faut qu'on en parle. Au CJD, vous demandez que les gens soient toujours maintenus, gardés en prison? Non, nous ne demandons pas. Nous ne faisons pas le droit. Nous demandons que les droits des uns et des autres soient garantis. Nous sommes dans le même état de droit et que lorsque quelqu'un réclame son droit, je veux qu'il comprenne que le mien aussi doit être garanti. Professeur David Dossé, on vous reproche de demander la libération des détenus que vous avez qualifié tout à l'heure d'arbitraire. Monsieur Adam Moffett dit de lui apporter les preuves et que vous n'avez jamais pensé aux victimes qui ont vu leur étalage cassé et puis blessé par les morts.
Oui, je voudrais remercier M. Ado, mais je voudrais lui demander à ce qu'on soit un peu moins passionné, peut-être pour permettre aux gens de mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire. Vous avez dit des choses vraiment très intéressantes. Dans un état de droit, c'est le droit qui prime. Vous avez dit pas d'impunité. Et là, vraiment, j'applaudis sincèrement des deux mains parce que, malheureusement, en tant que citoyen togolais, quel est notre sentiment aujourd'hui? Vous avez fait venir des gens des États-Unis, c'est bien. Nous nous contentons de nos réseaux sociaux locaux pour démontrer à suffisance que dans ce pays, nous avons des gens civils, en civil, munis d'armes de guerre, de machettes, de gourdins, aux côtés d'hommes en uniforme, et ce ne sont pas les Américains qui sont venus nous le dire, c'est nous-mêmes en tant que citoyens togolais qui l'avons constaté, qui l'avons photographié, qui l'avons filmé, qui l'avons mis sur les réseaux sociaux, et la justice togolaise, qui est dans un état de droit, qui lutte contre l'impunité, n'a jamais mis la main sur une seule de ces personnes. Je me permets de faire juste un corollaire avec l'affaire Benalla en France. C'était le même système. Ce sont des Français qui ont filmé un monsieur qui n'est pas des forces de l'ordre et qui a outrepassé ses droits et ses devoirs. Et aujourd'hui, tout le monde sait comment dans un pays démocratique, la France, on est en train de gérer cette histoire. Cette affaire Benalla a ébranlé toute la présidence de la République française. Donc quand vous me parlez d'état de droit, vous avez dit le droit qui prime. Où est le droit dans cette situation? Vous dites pas d'impunité. Est-ce que vous êtes convaincu que notre système judiciaire a démontré au peuple togolais aujourd'hui son équité et sa volonté de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impunité? Sincèrement, répondez, si vous le pouvez, la main sur le cœur. Ensuite, vous nous dites, nous n'avons pas informé. Mais je vous dis, c'est vrai. Parce que pour une telle action qui consiste à demander aux citoyens, en allant au boulot, en sortant du boulot, en allant au marché, en sortant de la maison, à un moment donné quelconque, du lundi au vendredi, de prendre une bougie, d'aller déposer devant l'ambassade du Ghana. On ne fait pas un sitting, on ne fait pas une marche. Je ne suis pas juriste. Peut-être vous qui êtes vraiment calé et organisé, vous avez les éléments du code qui impose la nécessité d'informer l'autorité par rapport à une telle action. Peut-être que ces dispositions existent, nous ne les avons pas suivies, mais les gendarmes qui sont arrivés avec tout le professionnalisme qu'on attend d'eux devraient faire quoi? Essayer de comprendre d'abord notre présence là-bas, essayer de savoir si nous étions vraiment une menace. Ce sont quand même des professionnels. À cela hier? Mais bien sûr, je vous dis que ce sont des professionnels qui normalement devraient arriver et prendre le temps de poser les questions qu'il faut. Mais vous avez tous suivi sur les réseaux sociaux. Lorsqu'ils se sont dirigés, parce que quand ils sont venus poser la question par rapport à une manifestation, nous leur avons dit que nous ne sommes pas informés qu'il y a une manifestation. Et donc, ils ont poursuivi leur chemin vers l'entrée de l'ambassade. Et c'est là où on a vu vraiment en des termes totalement discourtois comment ils ont procédé à leur opération, je ne vais pas dire leur travail. Voilà. Et donc, lorsque nous avons pris la peine ensuite d'approcher un des officiers qui paraissait quand même beaucoup plus posé. Et vous l'avez dit tout à l'heure. Quand on lui a donné les explications, mais il a compris. Quand même, professeur, on vous accuse de n'avoir jamais pensé aux femmes, aux bonnes dames, au bord des routes, ou disons aux abords des routes, qui auraient été victimes des mauvais comportements des manifestants. Je vous prie de revoir. Qui, selon Adam Morphée, seraient les gens qui sont en détention. Je n'en sais rien parce que j'ai demandé, nous avons demandé au CJD, c'est nos partenaires. Ceux qui ont été violentés, c'est nos partenaires. Les marches violentes qui ont chassé nos partenaires ici, il est de notre droit aussi de vous le faire savoir. Les femmes, nous avons recueilli ça, vous avez suivi ça, nous avons fait ce travail-là, nous avons montré les preuves écrites, filmées, et audio aussi, pour que vous sachiez... Oui, mais le professeur disait tout à l'heure qu'on avait aperçu aussi des hommes en tenue civile, munis d'armes... Très bien, s'il a fait ce travail-là, il faut que... Mais je demande la même chose, je demande que dans l'état de droit, que l'État nous assure. Attendez, est-ce que c'est moi qui... Mais il disait tout à l'heure que personne d'entre ces messieurs qu'on avait vu dans des pick-up, etc., n'ont jamais été inquiétés. Ce que je sais, c'est que les gens qui ont violenté, les gens qu'on a attrapés en flagrant délit et qu'on a mis en prison, c'est les mêmes gens qu'on demande, que le professeur demande maintenant de mettre en liberté sans se soucier
sans se soucier des victimes. Et c'est là où moi je dis, mais professeur, dans quel état de droit vous voulez que nous vivions ensemble? Voilà, nous vivons dans un état de droit où les droits des uns et des autres doivent être garantis. Et ça va être à tous les niveaux. Voilà, et alors pour cela, laissez-moi, normalement c'est irregrettable que les acteurs de la société civile que nous sommes, nous ne parlons pas de politique, non, nous parlons bien sûr des choses réelles dans le pays. Donc, si on parle politique, moi je laisse ça aux politiciens. Ce n'est pas de la politique. Et alors, donc, à partir du moment où nous avons recueilli des témoignages, nous avons recueilli des plaintes, nous avons déposé ça, nous avons informé l'autorité, nous avons produit des actes aussi, nous ne faisons pas de buzz. Ce n'est pas l'objectif. Nous ne pas filmer pour pouvoir faire le buzz. C'est pour qu'on comprenne l'impunité. Voilà. Oui, alors est-ce que vous croyez que les victimes ont été indemnisées? Par contre, ceux qui l'ont... Bon, avant de parler d'indemnisation ou bien d'indemnité, etc., professeur, on vous accuse de n'avoir jamais pensé à ceux-là que les manifestants en détention à qui ils auraient causé du tort. Alors, monsieur Adom, vous dites que ceux qui sont en détention ont été pris en flagrant délit. Et ils disent qu'ils ont démontré cela. Oui, et je prends juste le nom de monsieur Eza, qui est cadre de banque. Donc, si je comprends bien, monsieur Eza fait partie des personnes qui ont violenté les femmes lors des manifestations. C'est à la justice de statuer. Non, vous dites que vous avez des preuves. Je dis les preuves que nous avons, c'est les victimes. Nous avons les victimes. Justement. Moi, j'aime pas les preuves de ceux qui ont agressé les victimes. Oui. À chaque fois que vous arrêtez là, j'ai eu la délicatesse. À chaque fois que vous avez parlé, monsieur Adom, j'ai eu la délicatesse de vous laisser finir. Alors, s'il vous plaît, je suis en train de poser une question. Voilà, vous posez une question. Maintenez je reviendrai à répondre cette question avant de donner la réponse, mais on va marquer la pause pour servir aussi nos annonceurs. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victor FM. Retour en studio avec nos deux invités, M. Adam Orphée du CJD et professeur David Dosset du Front citoyen Togo Debout. Alors, professeur, vous répondiez tout à l'heure donc à M. Adam Orphée qui visiblement vous accusait de n'avoir jamais pensé aux victimes que les manifestations, selon lui, violentes ont causé dans le pays. Oui, alors donc pour répondre précisément à cette interpellation, je pense que dans cette crise que nous vivons, lorsque nous devons parler des victimes, nous devons, je crois, décemment commencer par les victimes de sang. Il y a des personnes qui ont été tuées. Oui. Tuées par des forces de l'ordre, tuées, nous le savons. Il y a des des manifestants aussi auraient tué des forces de l'ordre. Il y a des personnes qui ont été mutilées. Et il existe, ce que je disais au début de mon intervention, il existe des preuves visuelles de la participation de citoyens, je crois togolais, à ces actes totalement répréhensibles. Ces citoyens ont perpétré leurs actes aux côtés d'hommes en uniforme. Et c'est à cette période que nous avons parlé de retour de miliciens. Et je crois que dans un état de droit, comme revendiqué par M. Adom, dans un état où l'impunité ne doit pas avoir de place, comme l'a dit M. Adom, on s'attendait en tant que citoyen à ce que la justice nous donne la preuve de son impartialité. Et il a fallu que ce soit le département d'État américain qui, face à l'horreur de cette situation, prenne sur lui d'adresser une missive claire et précise à l'État togolais par rapport à ce fait. Il a fallu également que la France adresse un courrier à l'État togolais face à cette situation totalement inacceptable. À ces débordements. Ensuite, nous avons dans Jeune Afrique, et là, je crois que d'une certaine manière, le chef d'État togolais s'est mis totalement hors jeu par rapport à ce que nous vivons dans notre pays, puisque notre chef d'État s'est permis, dans sa déclaration à Jeune Afrique, d'une certaine manière, de revendiquer cette sortie des personnes qu'il a qualifiées de groupes d'autodéfense, et il a essayé de justifier la sortie de ces personnes. Si nous sommes dans un état de droit, si nous avons des forces de sécurité qui sont entraînées pour le maintien de l'ordre, pourquoi est-ce que le Togo a besoin de groupes d'autodéfense? J'avoue que je n'ai jamais compris. Et quand j'ai lu ça dans Jeune Afrique, je me suis demandé si le journaliste avait pris la peine de remontrer au chef d'État
tout ce qu'il avait transcrit avant de diffuser cet élément. Parce que je trouve que c'est inacceptable que dans un pays où nous allons voter, où nous choisissons un chef d'État pour nous défendre, qu'il vienne nous dire, oui, je comprends qu'il y ait des groupes d'autodéfense, des miliciens qui sortent avec des gourdins pour vous tabasser quand vous manifestez votre mécontentement. Je poursuis s'il vous plaît. Très rapidement. Vous savez, quand on revient encore à l'événement d'hier, il y a un aspect que j'avais omis. Quand le capitaine, ou en tout cas l'officier qui a conduit la troupe s'est approché de l'honorable Abia, puisqu'on nous pose la question de savoir si nous avons pris la peine d'informer l'autorité, l'officier demande à l'honorable Abia s'il a eu l'autorisation pour faire sa grève de faim. Mais comment est-ce qu'on obtient une autorisation pour faire une grève de faim? J'aimerais bien qu'on me l'explique. Dans quel pays sommes-nous où pour aller déposer une bougie devant une ambassade, vous devez informer ou obtenir une autorisation? Est-ce qu'il aurait fallu aussi que l'honorable Abia adresse une note d'information ou une demande d'autorisation pour faire sa grève de faim? Nous parlons des détenus qui sont maintenus arbitrairement à la prison civile de Lomé. Monsieur Sativi, qu'est-ce qu'on lui a reproché? On ne lui a pas dit qu'il a cassé les étalages des femmes. On a dit qu'il n'a pas eu les autorisations pour faire sa conférence de presse. Et pour ça, on doit se retrouver en prison civile. Et oui, on lui reproche d'avoir défié aussi l'autorité, etc., etc. Défier l'autorité. Comment est-ce qu'on défie l'autorité? Nous sommes dans un état de droit. Comment c'est? Une fois encore, vous me coupez. Alors, donnez-moi la parole. Alors là, oui, monsieur Adam Morphée, voilà tout ce qui a été peint par monsieur, disons, professeur David Dosset. Ce n'est pas que vous avez arraché la parole, je vous la donne, non, mais c'était mon devoir de vous la donner. Merci. Je dis tout simplement, lorsque on n'a rien à se reprocher dans un état de droit, eh bien, on y vit librement et surtout librement. Lorsqu'il y a les lois, nul n'est censé les ignorer. Et à partir du moment où il y a une manifestation et il y a une loi, je pense que c'est la loi Bodjona de 2011, manifestation publique, lorsqu'on en prend les responsabilités, il faut les assumer. Si quelqu'un appelle publiquement à une manifestation, il faut informer l'autorité parce que nous, voilà. moi je veux bien qu'on prenne la parole du professeur ici comme parole d'évangile, mais il dit ce que l'officier a dit là-bas, nous n'étions pas là. Si la presse était là, eh bien, elle reporterait, elle informerait le citoyen. De toute façon, les vidéos circulent. Les vidéos, là, attendez, lesquelles vous avez couvert l'événement? Oui, les vidéos, les journalistes avaient couvert, bien sûr. Bon, voilà, donc si vous avez couvert l'événement, c'est un événement public. Donc il n'y a rien à le faire cacher. Donc il faut informer l'autorité pour que nous tous nous sentions en sécurité dans notre pays. Lorsque les uns et les autres posent des actes de nature à mettre cette sécurité-là en branle, mais il est normal que certains citoyens se sentent absolument acculés. Vous savez, durant les manifestations, lorsque nous demandions, mais comment voulez-vous que nous nous protégions ici, dans notre pays, lorsqu'il y en a qui, au nom de leurs droits, mais ils bafouent carrément les nôtres, ceux qui ont refusé de manifester ou qui vaquaient librement à leurs occupations. Vous savez ce qu'on vous retorque? On vous casse votre bagnole. On vient vous agresser même à la maison. Donc il y a des cas. Vous en avez été victime. Et quand il y a ça, je dis c'est tout aussi inadmissible et intolérable. Donc on ne peut pas l'accepter. Donc je demande au moins qu'ils prennent, au moins parce que à aucun moment, je répète, là on nous parle des morts. Oui, nous avons vu, c'est les militaires qui ont égorgé aussi les militaires. Nous avons vu les militaires égorgés dans notre pays. Est-ce qu'on peut l'accepter ailleurs? Si vous prenez le cas de Benalla en France, ailleurs, ça s'appelle du terrorisme. Et on ne peut pas accepter des actes terroristes. Donc, quand il y a ça, moi je veux qu'on me dise, est-ce que les gens qui ont fait ça, est-ce qu'on les a retrouvés? Est-ce qu'on les a jugés? Parce que derrière, il y a des familles totalement, mais décimées. Ces familles-là sont perdues à jamais. Il y a des femmes et des enfants derrière ça. Lorsque nous voyons ces images, et que je n'entends pas de la même manière, il y a des enfants qui avaient été de la même manière qu'un enfant de 9 ans se fasse faucher par une balle, qu'elle soit perdue ou pas, ce n'est pas acceptable non plus. On ne peut pas accepter cela. Sauf que on arrête aussi les militaires qui seraient derrière cette. Je ne sais pas si c'est un militaire qui l'a tiré. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je n'ai pas les preuves là-dessus. Et c'est pour cela que je dis, quel que soit ce qu'on reproche à notre justice, il faut que nous aidions notre justice aussi à aller de l'avant. C'est-à-dire un citoyen qui veut que la justice
avance dans son pays, eh bien, il fait ce qui est de son devoir. Il y a un cas comme il porte plainte, il fait suivre, et c'est comme ça aussi qu'on améliore la justice, et qu'on fasse confiance à la justice. Maintenant, quand les uns disent il faut le libérer parce que lui c'est un sympathisant, lui c'est un militant, lui, etc. Et je dis là, on est en train de faire la culture d'impunité. Maintenant, M. Adam Orphée, tout de suite avec vous, depuis dimanche, on a remarqué un sursaut d'orgueil, si je peux le dire, ou bien un sursaut patriotique au niveau des deux protagonistes qui ont accepté maintenant de recomposer la CENI pour que le processus électoral soit conduit, soit bien et soit mené à son terme. Comment appréciez-vous ce qui s'est passé dimanche? Moi, je ne dirais pas... Au CJD. Oui, au collectif des jeunes pour le développement, je ne dirais pas que c'est un sursaut d'orgueil. Quel orgueil? Ils ont quel orgueil? Lorsqu'on parle de l'intérêt national, lorsqu'on parle de l'intérêt supérieur, lorsqu'on parle du peuple. Là, chacun voulait toujours que son camp gagne. Moi, j'appelle ça un sursaut démocratique. Voilà. Et nous l'avons toujours demandé au CJD. Nous avons toujours demandé que, vous savez quoi, dans un État démocratique, lorsqu'il y a des problèmes, eh bien, c'est autour d'une table, on les résout. Maintenant, lorsqu'on dit qu'il n'y a pas confiance pour le faire, on l'a retrouvé, on peut dire merci à la CEDEAO. Et j'étais sur votre antenne ici en disant, nous sommes champions de perte de temps, de dilatoire. Maintenant que nous avons une feuille de route, mettons-nous au travail, essayons de faire les points qui peuvent être accomplis tout de suite, parce que les autres points, on va pouvoir les accomplir. C'est ce que nous avons constamment appelé au CJD, cette intelligence négociationnelle. Voilà. Il y a des points qu'on peut absolument... Mais lorsque vous avez un to-do list, lorsque vous avez des tâches à faire et que vous priorisez ces tâches-là, vous savez, il y a des tâches, vous savez très bien que vous ne pouvez pas les faire tout de suite. Donc, vous faites celles qui vous sont faisables, qui sont accessibles, et vous les faites. Et parfois, qui peuvent étouffer les autres. Les autres, quand vous arrivez aux autres, c'est fait. Non, arriver aux autres, ça semble plus simple. Alors que vous trouvez c'est très difficile. Comment avez-vous apprécié au Front citoyen Togo Debout ce qui s'est passé à la salle, disons à l'hôtel de février dimanche? Oui, alors pour nous, au Front citoyen Togo Debout, nous estimons qu'il y a un premier pas qui a été franchi par le comité de suivi, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Vous savez, dans la marche vers la démocratie, nous avons consenti beaucoup de sacrifices, mais aujourd'hui, pour nous, les priorités sont là. Il ne s'agit pas de dire qu'on doit faire ce qu'on peut faire et après on verra pour le reste. Il s'agit de dire pourquoi est-ce que les Togolais sont sortis. Les Togolais sont sortis parce qu'ils voulaient qu'enfin il y ait des réformes. Pourquoi est-ce que nous voulons qu'il y ait des réformes? C'est peut-être pour nous conduire vers une alternance. Pourquoi est-ce que nous voulons qu'il y ait une alternance? C'est peut-être pour qu'il y ait un changement de système de gouvernance. Pourquoi est-ce que nous voulons qu'il y ait un changement de système de gouvernance? Parce que nous sommes dans un État corrompu. Je vais le simplifier comme ça. Dans un État de dictature, dans un État corrompu. Voilà autant de questions importantes qu'il faut se poser. Alors, à partir de là, on peut déterminer les priorités. Les réformes, est-ce qu'on les a faites dimanche au 2 février? Non. On a commencé quelque chose. Il faut donc applaudir et encourager les différents protagonistes à aller vers la réponse aux différentes préoccupations des Togolais. Mais il reste tant et tant de choses à faire. Oui, maintenant, est-ce que la CENI, le travail qui a été fait jusqu'à ce jour, on va tisser la nouvelle à l'ancienne ou bien comment ça va se passer, à votre avis? Vous savez, cette fois-ci, on a décidé de faire les choses correctement et de fond en comble. Une fois correctement et de fond en comble. Une fois que la nouvelle CENI sera mise en place, nous, lorsque nous avons rencontré le comité de suivi, nous avons été clairs là-dessus. Pour nous, la priorité, ce ne sont pas les élections. Vous pensez que quelqu'un est sorti en août 2017 pour dire « nous exigeons des élections au Togo » Non, personne ne l'a dit. Nous l'avons dit clairement au comité de suivi. Les gens, aujourd'hui, veulent que le Togo s'appuie sur des institutions crédibles, sur une constitution normale, sur... je ne vais pas citer toutes les autres institutions. Voilà. Et donc, nous avons dit au comité de suivi, il est important pour nous de la société civile que ces étapes soient franchies. Mais quand même, professeur David Dossé, l'ancienne CENI poursuit son travail. L'ancienne CENI a fait un certain nombre de tâches, un certain nombre d'activités. Il revient à la nouvelle CENI de donner... Il sera mis en place bientôt? Bien sûr. De valider ce qui a été fait ou d'invalider ce qui a été fait et de recommencer à zéro s'il le faut. Parce que nous l'avons dit, il faut que le travail soit fait cette fois-ci de façon claire,
précise. Est-ce que l'ancienne, ou disons la CENI qui a fait déjà un certain nombre de démarches ou bien beaucoup de choses dans le processus électoral, on doit faire table rase de tout ça et puis reprendre ou carrément essayer de poursuivre avec la nouvelle CENI? Monsieur Adam Morphée. Vous savez, moi je suis progressiste. Progressiste. Oui. Donc, il faut continuer. On va au CJD, c'est notre slogan, avançons seulement. C'est-à-dire, on doit avancer, on doit progresser, on doit améliorer. Rien n'est parfait. Maintenant que, enfin, ils ont décidé de prendre leurs responsabilités et d'aller à la CENI, eh bien, qu'ils se mettent au travail. Ce qui est curieux, moi, en tant qu'acteur de la société civile et observateur de la vie politique, qu'est-ce que je vois? Je vois quand même que après le 31 juillet, il y a le parti PNP qui avait appelé à les manifester, a dit qu'ils étaient à 115% satisfaits. Vous imaginez? Déjà au 31 juillet, ils étaient déjà à 115% satisfaits. Il restait donc 25% pour avoir 100% de satisfaction. Qu'est-ce qu'on a fait alors depuis? Si on devait attendre que les gens envoient les autres membres qui restent à la CENI avant de commencer à travailler, c'est notre pays qui aurait perdu ainsi, donc ce temps-là. Et je fais remarquer que les réformes... Donc, c'était des pertes de temps? Je dis que depuis le 31, si on s'était mis là-dedans et on dit... on n'aurait pas perdu ce temps. Donc, il fallait que quelqu'un quand même travaille pendant que les autres pensent qu'il faut tout mettre en route. On fait tout table rase et puis un bing-bang, on y est. On dit qu'on ne croit pas à ça. Nous croyons que c'est pas à pas qu'on progresse. Et là, il y a un progrès significatif. Donc, ce qui a été fait et qui est en cours... Un sursaut démocratique, ce qui a été fait là, du moins, c'est un sursaut démocratique. Et dans notre pays, il faut le saluer. Maintenant, ils vont aller à la CENI, ils vont se mettre au travail. Ils vont voir, c'est un peu lourd. Est-ce qu'il faut poursuivre ou bien il faut reprendre à zéro? Mais il faut poursuivre le travail qui est déjà fait. Comment? Mais ce n'est pas des robots comme qui vont venir là-bas avec des intelligences supérieures. C'est des êtres humains. Quand ils viennent, c'est des êtres humains qui avaient travaillé aussi et qui ont plusieurs cerveaux qui se sont mis déjà pour travailler. En quoi? Qu'est-ce que vous croyez? Ils sont plus intelligents que ceux qui travaillent. Ils vont venir, laissez-moi finir ce point, s'il vous plaît. Ils vont venir travailler donc avec eux pour enfin qu'on ait ces réformes. Je suis d'accord avec nous tous, nous étions d'accord. D'ailleurs, le 23 août, le 24 août 2017, il y a professeur Dossé et moi, nous étions d'accord déjà sur les réformes. Et les réformes vont se faire. Maintenant, il se fait que les réformes se feront au Parlement, mais pas par référendum. Tant mieux. Il faut que ce soit fait. Pourquoi on avance? Il faudrait que les acteurs s'accordent toujours comme ils l'ont fait déjà sur la CENI. Comme ils viennent de le faire. Voilà. Alors, Rémi a une question à vous poser. Rémi, vous êtes en direct. Bonjour. Alors, bonjour, monsieur Jacques. Oui. D'abord, je vous félicite pour l'émission. J'aimerais poser une question à monsieur Adam Morphée. La question est la suivante. Est-ce que dans l'affaire de... Parce que quand vous parlez actuellement de ce qui s'est produit à la devanture de l'ambassade du Ghana, il disait que si les journalistes étaient présents avant que l'affaire ne se produise, qu'il ne peut pas prendre la de professeur de faire comme parole de vente. J'aimerais poser la question dans l'affaire de Benalla. Médias français qui avons filmé l'action qui était une vidéo amateur qui avait circulé. J'aimerais bien savoir ça. D'accord, bien noté. Cher ami Rémi, et bonne journée. On prend derrière lui Fofo. Bonjour. Bonjour, monsieur Jochien. Oui, la question aux deux invités. Ok, j'aimerais poser une question à monsieur Adam. Il a donné l'exemple de Julian Assange à Londres. J'aimerais qu'il nous explique le pourquoi M. Assange est allé se réfugier à l'ambassade d'Équateur par rapport à l'exemple qu'il donne à ce qui s'est passé à l'ambassade du Ghana à Lomé. À ce que je sache, s'il vous plaît, M. Assange lui-même est recherché par la police londonienne. Si jamais il mettait pied au dehors. Donc, j'aimerais qu'il nous explique pourquoi il Et ce sera tout. Voilà, c'est fini pour les manifestations téléphoniques, puisque le temps est contre nous. Comme toutes les questions vous sont posées, mais d'abord, pourquoi Assange, qu'est-ce qu'il a pu faire? Et puis finalement, il s'est réfugié à l'ambassade de l'Équateur à Londres. Oui, mais alors, la réponse sera longue. Je l'invite à lire le site Wikileaks.
Donc, voilà, Wikileaks. Et qu'il tape par son épée, il va voir Wikileaks et il va voir toute l'histoire. Selon lui, il ne trouve pas le rapport. Pourquoi il s'est retrouvé là? Non, le rapport, je lui disais que, par exemple, Londres, c'est un état de droit, d'accord? Il est dans une ambassade, il y a des gens qui sont allés là manifester et la police est allée les dégager. Voilà ce que j'étais en train de lui dire. Mais lui-même, il est recherché. Lui-même, il est recherché, ça c'est autre chose. La police n'a pas accepté non plus qu'on aille le rendre visite là-bas. C'est sur la base d'une vidéo amateur que le cas Benalla s'est posé. Mais pourquoi doutez-vous de ce qui s'est passé? Non, je n'ai pas dit que je doute. J'ai dit que nous prenons cette déclaration du professeur comme vérité évangile, parce que moi je n'y étais pas. Et que, bon, maintenant si on prend l'exemple d'Anala et que les vidéos passent, oui, ça se passe aussi. Les gens ont saisi la justice, les gens se sont offusqués et la justice doit faire son travail. C'est ce que nous demandons aussi. Professeur David, vous avez quelque chose à placer? Oui, justement, je crois que si l'auditeur a posé la question, j'avais une pensée, mais je vais la dire. En fait, je crois qu'il n'y a pas plus sourd que la personne qui ne veut pas entendre. Parce que tout au long de cette émission, tout au long des échanges, je pense que nous avons été assez factuels dans notre argumentation. Nous avons dit de façon claire et précise que nous n'étions pas en train de faire une manifestation. Et quand les gens sont venus, s'ils avaient eu ce professionnalisme qu'on attendait d'eux, ils auraient compris et ils seraient repartis. Lorsque l'un des officiers a compris, ils ont rebroussé chemin. Ensuite, nous avons dit que lorsqu'on se réfère au cas des détenus, nous ne pouvons pas comprendre que des personnalités comme M. Eza, cadre de banque qui n'a rien fait, se retrouvent en prison pour des faits qui n'existent pas, alors que dans le même temps, des vidéos amateurs comme en France circulent attestant clairement l'implication de citoyens togolais dans des crimes et la justice togolaise ne veut pas s'en saisir. C'est ce que nous avons dit et il n'y a pas plus sourd que la personne qui se refuse d'entendre. Et nous sommes à la fin de l'émission, mais professeur David Dessert, comme vous aviez la parole, alors qu'est-ce que vous attendez des acteurs politiques puisque après 30 septembre, ce sera une nouvelle amorce dans l'histoire de notre pays, le Togo? Nous venons donc de franchir un pas dans l'exécution de la feuille de route. Il faut que nous allions au bout de tous les éléments qui sont inscrits dans la feuille de route. Certains ont dit qu'ils étaient satisfaits au lendemain du 31 juillet à 75% de la feuille de route. Oui, mais pas de ce qui a suivi. Ils ont manifesté leur satisfaction par rapport à la feuille de route. Et ce que nous attendons en tant que citoyens, c'est que les éléments inscrits dans sur ce document, en tout cas, soient exécutés de bout en bout pour répondre aux préoccupations du peuple togolais. Monsieur Adam Morphée, qu'est-ce que vous attendez des deux acteurs politiques, disons des deux protagonistes, après le 30 septembre? Qu'ils continuent dans ce sens-là, maintenant qu'ils ont retrouvé ce sursaut démocratique, qu'ils continuent sur cette lancée et qu'ils aillent jusqu'au bout. J'espère que désormais les choses seront faites par consensus et surtout par voie parlementaire que par la rue. Vous avez vu que la rue, il n'y a plus personne qui répond par la rue. Et ceux qui ont été satisfaits, 75%, ont refusé aussi d'aller dans la rue. Merci, monsieur Adam Morphée, d'être venu chez nous. Je vous en prie. Professeur, merci d'être venu chez nous. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous sommes à la fin de l'émission. Maintenant, un numéro a été donné dès le début de cette émission pour les sinistrés d'inondation. Alors, 91 56 22 56. 91 56 22 56. Si vous voulez, bien sûr, aider cette Togolais à sortir d'affaires. C'est fini. Merci à Haïti. Merci pour l'accompagnement technique. Excellente journée à toutes et à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.